Excellences, Messieurs, Mesdames, bienvenue chez vous. Ce soir, un grand nom du barreau et surtout un précurseur et humaniste nous réunit dans cet espace. Moussa Prince, un homme qui porta si bien son nom. D'une générosité et d'une discrétion sans faille, il a réussi à laisser ses empreintes sur des générations d'étudiants qui l'accompagnent. Sans omettre qu'il œuvra tout le long de sa vie à la contribution de l'édification d'un monde humain et juste, quelque long et difficile que soit le trajet. Nous avons parmi nous ce soir 8 personnalités qui, à travers leur expérience personnelle avec Moussa Prince, nous feront découvrir l'homme de principe qui refusa la médiocrité. Un dernier mot de ma part à ce grand homme, c'est tout un peuple qui est reconnaissant d'avoir relaté son histoire aussi bien lucidement qu'objectivement. Un mot final sur EGBU. L'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, abrégée UGAB en français et EGBU en anglais, est une organisation à but non lucratif dont le siège central est à New York. Elle fut créée au Caire en 1906 par Noubar Boros Pacha, fils du premier ministre égyptien en ce temps-là, qui rassembla plusieurs notables et riches hommes d'affaires afin de financer les milliers d'exilés arméniens ayant fui les massacres en Turquie et venus s'installer dans différents pays du Moyen-Orient, dont le Liban. Son but étant de rassembler les Arméniens, concourir à leur développement intellectuel, économique et moral, et leur permettre ainsi de se maintenir sur leur terre natale. Au Liban, EGBU voit le jour en 1910 et administre une vaste gamme de programmes, d'institutions et de groupes communautaires, une école, 2 dispensaires médicaux et un réseau d'éclaireurs, de sportifs, une troupe de danse, une troupe de théâtre sous l'égide de la jeunesse arménienne EGBU Aya. Le 9 décembre de chaque année, nous organisons une conférence à l'occasion de la Journée internationale de commémoration des victimes de génocide avec l'Institut Rissam Fares. Nous avons aussi rendu hommage avec la participation de l'Université Notre-Dame de Loisé à Sharm el-Sheikh, qui s'impliqua entièrement dans l'élaboration de la résolution et l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Une autre ambition de EGBU Liban, rappeler aux générations futures que, par le passé, nous eûmes de grands noms qui furent notre fierté, en mettant la lumière sur des personnalités ayant contribué à l'essor du Liban, comme Joseph Bouroulian, fondateur de la Banque du Liban, Jean-Pierre Délifer, styliste international d'origine arménienne, Boros Djelalian, compositeur, etc. Et nous continuons avec Moussa Prince. Suivront, dans le courant de l'année 2023-2024, d'autres hommages à des personnalités de marque. Je remercie M. Gérard Dufresne-Jean de nous avoir donné l'opportunité d'organiser cet événement. C'était sa proposition. L'équipe de l'EGBU qui a travaillé d'arrache-pied à la réussite de cet événement, de même que tous nos intervenants qui, sans hésitation, ont accepté de faire partie de cet hommage, la famille Prince et en particulier Mira, et enfin un grand merci à vous, cher public et amis de EGBU Liban. J'ai suffisamment pris le micro en otage, je le cède à Mira. Merci. Je m'associe au remerciement pour vraiment remercier Madame Mireille Khanamerian et toute l'équipe, Arim Réa, bien sûr Monsieur le Président pour votre accueil, et nous sommes flattés et honorés de savoir que la mémoire de Moussa Prince reste vive dans quelques endroits du Liban. Je voudrais dire un petit mot
يعني رح احكي عن مقتطفات صغيره بدي اوصل صوت امي وبلش بكلمه العائله بصوت امي اللي كتبت هي نص وقت توفى الوالد. وفي 3 نقاط. اول نقطه انه كان رجال بكل معنى الكلمه. موسى برانس كان شاعر، وموسى برانس كان عنده المعرفه وعنده المعرفه ما وراء المعرفه. Dans ce petit pays, le destin désigne quelques êtres pour éclairer le chemin rocailleux de la vie. Comme une bougie qui brûle et fond sans regret ni haine, Moussa portait la flamme de l'amour de son pays. Soleil ardent, telle fut sa vision de Dieu. Il portait le nom d'un de ses prophètes. Ce n'est pas en mystique contemplatif qu'il entendait cette présence, mais en réalité active, à travers les procès, les causes, les luttes sociales, qu'il entendait faire advenir cette justice qui venait de l'au-delà. Il cherchait la lumière, la formule à la lumière de son histoire et de sa vocation, de l'unité dans la multiplicité, du droit à la différence, de la tolérance dans les formules juridiques et son initiation dans les institutions éducatives. Sa grande passion fut celle de la profession d'avocat. Homme de débat, il prêta voix à toute personne traquée. Homme d'inspiration, il donnait le meilleur de lui-même. Son pouvoir de persuasion relevait en grande partie d'une éloquence d'orateur, travaillée minutieusement dans les textes sacrés de la langue arabe. Son ouvrage « L'élixir des enquêteurs », Exir al-Muhaqqiqin, daté d'il y a déjà plusieurs décennies, retrouve toute son actualité dans les nombreux procès d'après-guerre. Sur le plan international, outre les procès qu'il a plaidés en Iran, à Londres et en Italie, il a senti le besoin, avec une poignée de jeunes avocats arabes et étrangers, de fonder l'association des jeunes avocats Aïja, dont il fut le président en 1972. La mort du maître fait tomber tout un pan d'histoire et un rideau d'ombre sur un destin, mais peut-être qu'aussi dans la mort, une brèche d'éternité s'ouvre et fait entrevoir que les projets des vivants ont leur finitude. Homme au sens le plus fort, il allait au bout des choses et de lui-même, il signa sa vie quelques heures avant le départ définitif en la formule « Je me soumets, Khada'at ». Son origine n'a aucune importance. Prince croisé, prince rouge, prince pauvre, il dit ce qu'il pense et à ce titre petit et grand à l'écouter. Il ne pouvait résister à la véracité de ce qu'il découvrait, et cela avec la candeur de l'homme authentique, qui cherchait la reconnaissance comme gage de justesse. Livré au don de sympathie et de pitié, il se penchait sur tout l'éventail de la faiblesse humaine. Il était plus attiré par les faibles que par les grands. Le poète, sa première œuvre au pays d'Adonis, que vous pouvez voir ici, était dédiée aux jeunes, et c'est un chant d'amour pour la beauté du Liban. Je le cite, un hymne au cèdre impétueux, une envolée dans le ciel merveilleux de l'immortalité, un interrogatoire des rivages et une confession des rochers. Ce pays n'est pas de naissance aussi proche comme le veulent certains. Sa genèse remonte à celle de l'humanité, et tous les jalons juridiques et constitutionnels dans ses formulations à travers les âges ne sont que des souvenirs de sa renaissance dans cet interminable calendrier des années. Son histoire n'est nullement matière à compromis, et c'est en aimant mieux son Liban, dit-il, qu'il apprenait à aimer l'humanité. L'histoire dit que le Liban n'a point connu de borne à la culture, il est un monde dans une nation. Je ne vais pas vous citer toutes ses inspirations, il a été très inspiré par Gibran, et il disait, il dédie justement sa jeune préface et voit en ses yeux de flamme des larmes pour pleurer sur l'Orient riant. L'homme, par-delà le savoir, et c'était un savant par-delà le savoir, à travers un voile, il percevait l'âme s'affranchir de la matière et de la réalité mesurable du corps. Il luttait pour exprimer ce qu'il éprouvait en son fort intérieur. Dans les dimensions de l'au-delà de la conscience, Mawara al-Ma'rifa, œuvre de science intérieure, de l'invisible, où l'âme est perçue comme substance colorée, de pure couleur spirituelle, il suivait sa descente, son émigration, son passage, son entrée dans la voie, laissant pour Dieu le mystère de la résurrection.
Cette démarche était accompagnée d'une grande compassion pour l'humanité, d'une grande capacité d'amour, d'un désir ardent d'aider ses semblables. Son cabinet d'avocat devenait un centre caritatif pour défendre les faibles des injustices du monde. Jamais idéal n'a autant été côtoyé par une intense joie de vivre, par un recul de la peur, par un optimisme déconcertant dans les moments les plus difficiles. De sa profession d'avocat, il a fait un tremplin d'action contre les génocides passés et à venir. Il s'indignait et dénonçait les mensonges par lesquels les dirigeants conduisaient les peuples au massacre. Il savait pertinemment que souvent les guerres, et particulièrement celle du Liban, étaient faites par ceux qui ne la voulaient pas et voulues par ceux qui ne la font pas. Il aimait à croire qu'il arriverait un moment où la vérité reprendrait ses droits, malgré tout le scepticisme ambiant auquel il se heurtait. Je termine. Pour instaurer une morale planétaire et conforme aux droits de l'homme, il ne manqua point de rencontrer, au-delà de la terre qu'il a chantée depuis sa prime jeunesse, des penseurs universels et de débattre avec eux l'histoire de la marche des peuples. Et par-delà les penseurs, il fréquenta les confins. Lors d'une de ses dernières conférences, il cita ce poème de Jean-Paul Sarmonte, extrait de la 9e heure. Je cite, « Pleure la mort comme on pleure un départ, mais non comme on pleure la mort. L'âme ne meurt jamais, elle part et redevient un oiseau libre qui s'élance et vibre dans l'infini absolu. Si tu l'aimes, qu'un désespoir insensé ne l'enchaîne plus à cette terre où elle ne faisait que passer. Pleure la mort comme on pleure un départ, mais non comme on pleure un mort. » Merci. Je vous propose de regarder maintenant un film fait par un historien, Gérard Dédéian, qui a travaillé sur l'œuvre de Moussa Prince que vous voyez ici, qui est le génocide en 5 volumes, et il donne son expérience d'arménologue et son expérience de lecteur. C'est un grand historien médiéviste qui enseigne à l'université Paul Valéry à Montpellier. On regardera, puis après je céderai la parole à notre ancien bâtonnier, M. Fouad Jabri. Non, Jabri, pardon. Maître Moussa Prince, 1925-1998, il est mort trop jeune, il avait 73 ans, et ça a été ressenti très fortement par ses enfants, bien entendu, et je pense particulièrement pour Mira Prince. Il a une vie extraordinairement bien remplie du point de vue de son activité juridique, de son engagement politique et puis de ce que je pourrais appeler la création littéraire. Mais ce n'est pas de la création littéraire, c'est beaucoup plus que cela, c'est un souffle qui l'animait. À propos de l'arménocide, Mira Prince écrit dans la conférence qu'elle a donnée à Montpellier il y a quelques années, dans le cadre d'un colloque que nous avions organisé. Je revois mon père écrire toutes les nuits, écrire encore, lueur dans la maison, solitaire dans la ville. Sa plume infatigable signée d'un acte de foi, un combat démesuré contre la conspiration du silence. Notre amie Mira Prince a bien défini dans la conférence qu'elle nous a donnée à Montpellier le rôle de son père, c'était en 2015, le rôle de son père, par le titre qu'elle a donné à son intervention. Maître Moussa Prince, 1925-1998, un précurseur libanais de la reconnaissance juridique du génocide des Arméniens. Et effectivement, c'est un précurseur, parce que les livres parus en français sur le génocide des Arméniens, le premier, sont d'excellents livres, le premier, c'est celui de mon collègue de Normal Sup, Jean-Marie Karzou, fils du grand peintre Karzou, Karnik Soloumian, qui s'appelle Un génocide exemplaire. C'est en 1975, et 2 ans après, le premier livre du grand spécialiste Yves Ternon, Les Arméniens, histoire d'un génocide en 1977. Donc Moussa Prince est très en avance. Et en réalité, son intervention sur la publication de son livre est concomitante d'événements passés à Yerevan. Je vais y revenir tout de suite.
Donc pour rappeler un petit peu si j'ose dire, son profil, il a été, vous le savez, professeur à la faculté de droit de la sagesse, la première des facultés de droit au Liban et peut-être dans le monde arabe. Il était détenteur de plusieurs doctorats, des doctorats effectifs et des doctorats honoris causa, en particulier de Montpellier. Je dois dire, ce n'est pas de la captation bénévolentielle, comme on dit, mais c'est la réalité. Je dois dire que la famille Prince a des liens forts avec Montpellier, dans la mesure où Violaine Prince a occupé des postes extrêmement importants dans le domaine de l'informatique à Montpellier, à Paris. Notre amie Mira Prince a bien voulu éditer un certain nombre de livres, et elle continue, portant sur l'époque des croisades, le comté de Tripoli et la principauté d'Antioche. C'est un petit clin d'œil à une tradition, je pense, solidement établie, même si elle est orale. Et par ailleurs, le couronnement de sa carrière, je ne vais pas y insister, c'est peut-être pas de ma compétence, c'est la défense avec d'autres avocats de responsables de la collectivité chrétienne. Il a participé à de nombreux congrès de droit, plus particulièrement au 2e congrès international de prophylaxie criminelle à Paris en 1967, et publié à cette occasion un bref ouvrage, L'Arménocide, qu'il a d'ailleurs, donc en 1967, qu'il a d'ailleurs, juste avant l'ouverture de ce congrès, offert à mon père, qui était professeur à la Sorbonne, avec une belle dédicace, et son intervention, je le signale, était concomitante, presque concomitante de la première célébration officielle autorisée en Arménie soviétique du 50e anniversaire du génocide des Arméniens en 1965, 50e anniversaire du génocide. Il y avait des manifestations très importantes dans la ville de Yerevan avec des Arméniens qui réclamaient nos terres, nos terres. Ces manifestations ont certainement eu un impact important au Liban parce qu'il y a des liens très forts entre le Liban et l'Arménie, entre le Liban et les Arméniens. Il y a peut-être encore 200 000 Arméniens au Liban. Il y a le catholicos de la grande maison de Cilicie, à Antélias, à Aram Ier. Il y a le patriarche des Arméniens catholiques, à Bzomma, Raphaël Pierre Minassian. Il y a la seule université arménienne en diaspora au Liban, l'université Aïgazian. C'est une université à référence protestante, mais largement ouverte. Alors, sur le plan politique, s'il fallait rappeler d'un mot l'engagement de Moussa Prince, son engagement a été dans le cadre de la collectivité chrétienne du Liban. Il a été en particulier conseiller de Camille Chamoun. Maître Prince a eu une fécondité littéraire, je mets toujours littéraire entre guillemets, parce que c'est beaucoup plus que littéraire, d'un juriste de réputation internationale qui militait tout à la fois par le verbe et par la plume. Il a écrit, vous le savez, de très nombreux ouvrages en français, dans un français remarquable, et ce que j'ai lu de Mira Prince, il y a eu une très bonne transmission dans ce domaine, et en arabe, bien sûr. Son œuvre majeure, aux yeux de beaucoup, c'est une pentalogie, c'est-à-dire un ouvrage en 5 volumes, consacré aux crimes de masse. Une pentalogie qui comptera plus de 2000 pages et sera éditée en 1988. Il publie d'abord en 1975 au Liban, à l'occasion du 60e anniversaire de la commémoration du génocide des Arméniens,
sous le même titre que l'opuscule de 1967, le deuxième volume de la pentalogie, donc une somme remaniée en 1975 pour le 60e anniversaire du génocide, puis en 1988, remaniée en ce qui concerne le deuxième volume portant sur les Arméniens. C'est une somme de plus de 600 pages, le deuxième volume, l'Arménocide, dont la personnalité du préfacier, le regretté bâtonnier du barreau de Bruxelles, maître Édouard Chakian, dont le fils d'ailleurs poursuit l'œuvre, réputé pour son intransigeance morale, était, s'il en était besoin, une véritable garantie. Parmi les 5 volumes consacrés aux crimes de génocide, le deuxième volume, qui ouvre en quelque sorte le procès de l'Empire ottoman, le deuxième volume que j'évoquais à l'instant, l'Arménocide, est très rigoureusement articulé. Il décline successivement les massacres sur Abdulhamid, 1894-1896, le génocide sous le triumvirat des jeunes Turcs, en particulier la principale étape, c'est-à-dire 1915-1916, l'achèvement du génocide sous Mustafa Kemal, donc la période génocidaire qu'il considère, on peut estimer qu'elle s'étend de 1894 à 1923. C'est la vision d'ailleurs des visions actuelles de la République d'Arménie. Il fait une savante rétrospective historique sur les relations arméno-turques, sur les relations arméno-kurdes, plus importantes que jamais actuellement. Il met en relation la question arménienne et la question d'Orient. La question arménienne est un aspect fondamental de la question d'Orient. Et il établit le distinguo entre panturquisme et pantouranisme. Le panturquisme, donc, c'est l'aspiration qui risque de se réaliser, l'aspiration à unir par un territoire continu la Turquie à l'Azerbaïdjan, les Azéris étant turcophones. Et le pantouranisme, ça va beaucoup plus loin, c'est unir la terre turque, la Turquie proprement dite, aux républiques turcophones ou turques d'Asie centrale. Donc un espace extrêmement vaste. Il y avait d'ailleurs parmi les idéologues du génocide de 1915 un idéologue azéri important. Moussa Prince a consulté toute la documentation des pays en conflit pendant la Grande Guerre. Donc il décrit les modalités de l'exécution du génocide. Il situe l'arménocide dans le cadre du droit international et dénonce le déni de justice des alliés, et en particulier l'abandon total de l'Arménie et des Arméniens au traité de Lausanne en 1923, en dépit de la dénonciation par le droit international coutumier du génocide comme crime de l'humanité, crime contre l'humanité. Il souligne aussi, et cette fois-ci c'est indirectement il souligne aussi, et Denis Donikian, qui a publié chez Goettner, Noblesse oblige, un magnifique volume, la petite encyclopédie du génocide arménien. Donc il dénonce aussi l'interruption brutale de la renaissance arménienne avec l'arrestation le 24 avril 1915 de 300 intellectuels arméniens de Constantinople qui sont déportés puis massacrés. Il dénonce encore, et Denis Donikian insiste après lui, sur l'anéantissement des trésors ecclésiastiques, en particulier la destruction des églises, et on est dans ce souci, disons chez les Français d'origine arménienne, chez les Arméniens du monde entier, on est dans ce souci actuellement, que vont devenir les monuments menacés. C'est un
crime impuni, demeuré impuni, un délit de justice flagrant, comme y insiste, après Maître Moussa Prince, Denis Delicquet. Comment résumer tout ceci, comment résumer la personnalité de Moussa Prince? On a l'impression que c'est un feu ardent, le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. L'esprit, ça peut renvoyer beaucoup plus haut, de manière transcendantale. Une ardeur militante, une passion pour la justice. Moussa Prince, c'est ce qu'on appelle un juste, et un juste paré de tous les talents. Pour le deuxième volume, l'Arménocide, une réédition serait souhaitable. Le livre est paru il y a 35 ans. On réédite un grand orientaliste, c'est un autre thème, René Grousset, qui a étudié, c'est d'ailleurs un ancien élève de l'université de Montpellier, qui a étudié les civilisations orientales depuis la Turquie jusqu'à la Chine. Bon, son œuvre date de 50 ans. Moussa Prince, 35 ans. C'est une œuvre classique, même si elle est dépassée du point de vue du contexte, parfois dépassée, pas tellement dépassée. Ce monument mérite amplement, par l'esprit qui l'anime, par le talent littéraire qui s'y révèle, par le sens historique qu'il manifeste, d'être réédité. C'est un témoignage, par ailleurs, c'est un témoignage vibrant de la solidarité libano-arménienne. بداية أتوجه بالشكر للقيمين على الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية AGBU على لفتتها التكريمية لرجل منذ بداياته أسهم في إضاءة شعلة القانون وترك بصمات في عالم المحاماة تحاكي الزمن الجميل في الحقوق والعلوم السياسية والاقتصاد والمال وعلم النفس، متخطيا حدود الواقع إلى ما لا حدود، ومن منطلق رسالة المحاماة في الدفاع عن القضايا الإنسانية تصدر القضية الأرمنية مبتكرا سنة 1960 مصطلح أرمينوسيد تناوله في كتابه Un génocide impuni الذي صدر سنة 67 وترجم إلى عدة لغات وأصبح مرجعاً لتلك القضية، مؤرخاً مراحل انتشار الأرمن في الشرق وعلاقاتهم مع الأتراك والأكراد، مضيئاً على لعبة الدول الخارجية والأسباب السياسية التي دفعت إلى تلك المجزرة، مفنداً المسؤوليات والنتائج، خالصاً إلى اعتبارها جريمة ضد الإنسانية وتدخل في صلب مهام واختصاص القانون الدولي. وللأسف عادت قضية الأرمن إلى واجهة العالم إنسانياً وجغرافياً وتاريخياً في ظل لا مبالاة وسكوت الأمم المتحدة والدول الكبرى عن معالجتها. وكم هو شبيه موقفها اليوم من موقفها حيال مجزرة سنة 1915 التي تتكرر بأساليب ودوافع أخرى، والنتيجة أن الشعب الأرمني الذي دفع أثماناً عن تلك المجزرة وما قبلها يدفع مرة ثانية ثمن مطامع الدول على حساب الإنسانية وحقوق شعب في دولته عانى ويعاني تنكيلاً وتهجيراً، وضمير العالم متستر عله يستفيق من غيبوبة إزاء قضية الأرمن
وحال الشعوب المسلوبة الأرض والكيان والهوية والحقوق، ونشهد هذه الأيام حربا في فلسطين المحتلة والقلق من تداعياتها على لبنان. إن الظرف قد أن أبدأ من حيث كان يجب أن أنتهي. لكل امرئ في حياته لمحة ومحطات بارزة وسمت سيرة من نكرم، وهي متشعبة وكثيرة. أذكر بعضا منها لضيق الوقت في الكلام عنها كلها. موسى برانس ولد في حماة سنة 1925 ونال شهادة الحقوق من معهد الحقوق الفرنسي في بيروت في 9 تموز 1946، وانتسب إلى نقابة المحامين في بيروت في 31 آب 1946، مسجلا في سجلاتها بالرقم 192 كمتدرج في مكتب المحامي نجيب الصائغ، وانتقل إلى الجدول العام كمحام بالاستئناف في 15 أيلول 1949، وأسس مكتبا خاصا به تدرج فيه العديد من المحامين الذين برعوا في المحاماة. موسى برانس إنه المحامي، وقد أحب هذه الصفة وبداها على غيرها من ألقاب استحقها منحت له، لاعتباره المحاماة رسالة نبتت من رحم القانون ومن الهم الإنساني والوطني ومن الآمال والآلام، فكان حاضرا في كل مناسبة وطنية وحقوقية وقانونية وعلمية. المحطة الأولى أنه بعد تبرئته فيكتور عواد من جرم سرقة ارتكبه سنة 1946 توطدت علاقته بهذا الأخير، ولم يكن في حسبانه أن فيكتور عواد سينتقل من سارق إلى قاتل متمرس أرعب حي الجميزي في بيروت بارتكابه 3 جرائم قتل مروعة خلال سنة 1948، وقد تمكنت القوى الأمنية من كشف الفاعل من المسدس الذي كان أداتها. أوقف فيكتور عواد وأحيل إلى محكمة الجنايات، وكلف موسى برانس بالدفاع عنه قائلا له: أشهرني تأشهرك. وقبل موسى برانس الوكالة وحاول تبرير الأسباب التي دفعت بالمجرم إلى ارتكاب جرائمه، إلا أن مرافعته لم تقنع المحكمة، فأصدرت حكمها بإعدام المجرم شنقا، ونفذ الحكم في باحة قصر العدل في بيروت في 31 كانون الثاني 1949. ومن وقائع تلك الجرائم وضع موسى برانس كتابه ذهب ودم سنة 1949 سرد فيه سيرة حياة فيكتور عواد كما نقلها له. المحطة الثانية أنه سنة 1948 عين مستشارا قانونيا لجامعة نقابات العمال والمستخدمين في لبنان، فدافع عنهم في سبيل نيل حقوقهم، ولشدة تفانيه لقب بالعامل الأول. المحطة الثالثة أنه سنة 51 وضع كتابا بعنوان حول انتزاع الإقرار إكسير المحققين في القرن العشرين، تضمن معاناته من أساليب قمعية انتهجتها القوى الأمنية لانتزاع إقرار من متهم بارتكاب جرم لم يرتكبه، ما أوقع القضاء أحيانا في خطئه تجريم بريء. ومن أجل وضع كتابه هذا استند إلى آراء الفقهاء ورجال القانون في الشرق والغرب، منتقدا الأدوات المستعملة لانتزاع إقرار عنوة كإبرة المخدر وآلة كشف الكذب ومصل الحقيقة إلى سواها من أدوات التعذيب الجسدي والعقلي، رافضا استعمالها
لأنها مناهضة للحقيقة ولقرينة البراءة التي طالما دافع عنها. ترجم هذا الكتاب إلى لغات أجنبية كالفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية، وأصبح مرجعاً عالمياً في القانون والقضاء الجنائي. ولا بد هنا من الإشارة إلى أن المشرعين في لبنان تنبهوا ولو متأخرين إلى وجوب عدم مباشرة التحقيق مع أي متهم إلا بوجود وكيله المحامي، مما أدى إلى تعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية سنة 2020 بهدف منع استعمال أي وسيلة ضغط أو أداة أو تعذيب على المتهم لانتزاع إقرار منه مجاف للحقيقة. المحطة الرابعة أن موسى برانس المحامي من واجبه في تأدية رسالة المحاماة في الدفاع عن الحقوق قبل الوكالة في جريمة اغتيال داني شمعون وزوجته وطفليه، فترافع عن المتهمين في 27 نيسان 1995 أمام المجلس العدلي على مدى 3 ساعات محاولا إطفاء الطابع السياسي على الجريمة. وخلافا لما رمى إليه، اعتبر المجلس العدلي تلك الجريمة جريمة عادية ينتفي عنها الطابع السياسي، في حينه تفاجأ الناس في قبول موسى برانس هذه الوكالة، فكانت حجته أن لا تناقض بين الحياة المهنية والحياة السياسية، فالمحاماة رسالة سواء في موقع الادعاء أو الدفاع، وهي تفرض عليه واجب عدم التهرب من أدائها، ولهذا قبل الوكالة فيما اعتذر غيره من المحامين عن قبولها ولكل أسبابه. موسى برانس جاوز المحاماة مع سائر العلوم السياسية والاقتصادية والفلسفة والأدب وعلم الاجتماع وعلم النفس. تجاوز حدود الوكالة الشخصية إلى آفاق الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والإنسانية من خلال مؤلفات ومقالات لا مجال لتعدادها، منها ما نشر وما زال قيد التداول، ومنها ما نشر وفقد من الأسواق، ومنها ما لم ينشر. وعلى سبيل الذكر كتابا عن تزييف العملة اللبنانية، وآخر بعنوان الخوف على الحوار وليس من الحوار، وضعه سنة 78، وقد كان الحوار موضوع تجاذب في ذلك الوقت وهو كذلك حاليا. ونادى سنة 76 بالفيدرالية كحل للأزمة اللبنانية، واضعا كتابا بعنوان Combattre la partition par la fédération، والفيدرالية هي حاليا مطلب فئة من اللبنانيين. موسى برانس أذكره في قاعة الفطى الضائعة في قصر العدل في بيروت، لابسا روب المحاماة، حاملا حقيبته الجلدية وفيها ملفاته يتابعها شخصيا أمام المحاكم والأقلام، ضنينا بها، متمسكا بمسؤوليته تجاه موكليه، متفرغا لعمله اليومي كمحام رغم انشغالاته في التأليف والتدريس. موسى برانس منذ سنة 1946 وطيلة حياته وما بعدها من خلال مؤلفاته ما زال شاغلا الناس والدنيا. قيل عنه الكثير وبقي من الكثير كثيرا، لن يقوى التراب الذي حضنه أن يمحو ذكراه، فهو باق في تاريخ المحاماة في لبنان والخارج وفي يقظات قضايا الدول والشعوب. وشكرا. Mesdames et messieurs, chers invités, c'est avec une claire vision, une bonne planification, un travail assidu et une bonne organisation que les grandes idées reprennent vie.
Et c'est grâce à l'Union générale arménienne de bienfaisance au Liban que nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à Moussa Prince. Je tiens à remercier en cette occasion toutes celles et ceux qui ont contribué à cet événement, à saluer leur enthousiasme, leur professionnalisme et leur savoir-faire. Merci de tout cœur. C'est avec humilité que je me permets d'évoquer mon expérience vécue avec un grand homme, Moussa Prince, avec lequel j'ai étroitement collaboré au sein du Parti national libéral que dirigeait le président Camille Chamou. Nous avions milité ensemble durant des dizaines d'années dans les rangs du parti avec un objectif clair qui consistait à défendre le Liban, son intégrité territoriale, son indépendance, sa souveraineté nationale et nos libertés. On a vécu ensemble des jours sombres et des nuits blanches dans une lutte interminable contre les envahisseurs palestiniens, syriens et autres mercenaires qui ont manipulé certains Libanais afin de déstabiliser le pays. Nous vivions des cauchemars chaque jour et nos décisions étaient continuellement d'affronter avec le verbe la politique et le dialogue. Le but de nos ennemis était de déstabiliser le Liban, de saper sa structure politique, ses institutions étatiques, son armée. Ils semaient la discorde entre les Libanais en vue de les diviser pour mieux régner. Leur objectif étant de pousser les Libanais à l'exode, à les déplacer de leur territoire. Ils utilisaient l'art confessionnel pour détruire notre identité nationale. Ils tenaient à détruire les racines de sa population, encourager l'exode de son peuple, effacer son histoire et détruire sa culture. Nous avons assisté ensemble aux guerres fratricides entre les partis alliés et nous avons déployé beaucoup d'efforts pour amoindrir les divergences entre leurs chefs et apaiser la haine grandissante de leurs partisans. Il y a 25 ans que le Liban a perdu une des figures de proue du barreau et du monde politique. Marié à Marie-Ange Abi Saleh, père de 4 enfants, Moussa Prince était âgé de 73 ans. Brillant avocat, professeur à la faculté de droit de la sagesse, détenteur de plusieurs doctorats en droit, en sciences politiques, en sciences économiques, en philosophie, en lettres et en sociologie. Porteur d'un grand nombre de hautes distinctions libanaises et étrangères, il avait à son actif plusieurs ouvrages de langue française et arabe. L'un des fondateurs de la Confédération générale des travailleurs au Liban, connue sous le nom de la CGTL. Grand défenseur de la cause libanaise et des intérêts de la collectivité chrétienne. Grand juriste, il fut désigné président du conseil disciplinaire du parti de 1975 à 1985, assurant la défense de plusieurs suspects dans les grands postes de responsabilité au parti. On se côtoyait toujours au conseil exécutif, au bureau politique, durant 15 années consécutives. Il était secrétaire à l'orientation de 1975 à 1985. Il était membre de l'Union démocrate chrétienne. On a représenté tous les deux le parti au Conseil des forces libanaises entre les années 1985 et 1990. Il fut l'un des piliers consultatifs du Front libanais. Il rédigea le projet de fédération du Liban présenté à la conférence de Lausanne en 1984. C'était un homme aimable, possédant un sens de l'humour, parfois assez poussé. Il passa une grande partie de sa vie entre les livres, à lire et à écrire. Il avait une approche maternelle, amicale et modeste. Un homme à grande idée, innovatrice et tendancieuse. Moussa Prince était l'un des précurseurs libanais pour la reconnaissance du génocide, en fait des génocides arméniens, qui ont commencé avec le sultan Abdelhamid II et ont continué par intermittence jusqu'à Mustafa Kemal. C'est en 1967, à l'occasion du second congrès international
de prophylaxie criminelle tenue à Paris du 10 au 14 juillet que le coup d'envoi fut donné. Il avait pour l'occasion édité un premier essai de 96 pages sous le titre « Un génocide impuni, l'arménocide », qui augmenté, constitua le second volume de la pathologie qui comptera, elle, plus de 2000 pages et sera édité en 88. Ce deuxième volume a fait l'objet d'une édition spéciale pour la commémoration du 60e anniversaire du génocide arménien. Son approche des formes répertoriées du génocide est à la fois structurale, historique et juridique. Permettez-moi de citer deux exergues par lesquels Moussa Prince débute son premier essai concernant le génocide arménien, constatant qu'un génocide impuni favorise par l'audace criminelle l'éclosion d'autres génocides. Celle de Talat, ministre de l'Intérieur turc, qui, le 16 septembre 1915, donna cet ordre au gouvernement d'Alep. Il vous a été communiqué que le gouvernement, par ordre d'émir, a décidé d'anéantir complètement les Arméniens de Turquie. Leur existence doit prendre fin. Quelque criminels que soient les mesures prises, aucun compte ne doit être tenu de leur âge, sexe, ni des scrupules de conscience. Puis celle de Hitler, le 22 août 1939. J'ai donné ordre à mes unités de mort d'exterminer sans pitié, ni merci, hommes, femmes et enfants, de race et de langue polonaise. C'est seulement ainsi que nous acquérons l'espace vital dont nous avons besoin. Après tout, qui se souvient aujourd'hui de l'extermination des Arméniens? Qu'est-ce qui motivait Moussa Prince pour pousser si fort à la reconnaissance du génocide arménien? Probablement avant tout un sens profond de la justice, chez cet avocat de formation et de métier, pour qui la défense du faible et de l'opprimé était devenue une seconde nature. Ensuite, une solidarité tout à fait naturelle avec les minorités chrétiennes de l'Orient, qui ont subi de plein fouet les effets pernicieux de la lente décomposition de l'Empire ottoman, avec toute l'angoisse qu'éprouvait la sublime porte à Istanbul, puis la folie meurtrière du panthéranisme jeune turc qui voulait éliminer des minorités qu'il considérait comme des parasites dans le tissu social de l'Empire. Enfin, la politique de turquisation nationaliste extrême de Mustafa Kemal, qui, ne l'oublions pas, était le contemporain de Salazar, Mussolini, Hitler, Staline, Franco, et tous les dictateurs fascistes de l'entre-deux-guerres et dont l'activité politique n'a apporté que des malheurs au genre humain, que ce soit en Europe ou ailleurs. Le peuple arménien, ainsi que l'ensemble des chrétiens d'Orient, syriaques, chaldéens, grecs, ont subi ces persécutions dans leur chair. Moussa Prince est à l'origine du projet de constitution de l'État fédéral au Liban, projet qu'il a préparé et proposé au président Camille Chamoun, lequel l'a entériné au sein du Parti national libéral. Ce projet a également obtenu l'approbation de Cheikh Pierre Chmaïli. Il a été proposé au Congrès de dialogue national à Lausanne en mars 1984, où il a été rejeté par les participants, à la tête desquels se trouvait le président Slimane Frangili. Il est clair que les opposants n'avaient pas compris, ou ne voulaient pas comprendre, probablement, sous l'impulsion du régime au pouvoir à Damas, que ce projet, loin de paver la voie à une partition du Liban, était au contraire le meilleur moyen d'assurer une coexistence harmonieuse entre les différentes communautés religieuses et culturelles de la mosaïque libanaise. En effet, la fédération permet à chaque groupe culturel, sunnite, chiite, druze et chrétien, de vivre de la façon qui lui plaît, sans qu'un groupe déterminé cherche à imposer ses valeurs aux autres. Comme cela a été le cas au Liban depuis l'adoption en 1926 de la constitution de l'État centralisé. Depuis près de 100 ans, le Liban centralisé n'a connu qu'une trentaine d'années de stabilité relative. Les 70 années restantes ont constitué des périodes de déchirement, d'instabilité, de troubles et de guerres civiles. Il est clair que cette formule de 1926 a lamentablement échoué. Il convient ici de remarquer que le modèle proposé
n'est pas celui d'une fédération géographique, mais celui d'une fédération ethnogéographique. Il serait utile de signaler que le projet de fédération proposé par Moussa Prince, il y a 40 ans, émerge à nouveau et devient la solution clé du système politique libanais. Il assurera certainement la pérennité du Liban et sa vraie indépendance, surtout que le pays est tiraillé par l'influence des pays avoisinants. Il sera unifié pour toujours et l'application de ce système aidera le pays à se stabiliser et à connaître un développement économique prépondérant et une émancipation sociale notoire. En conclusion, Moussa Prince était un visionnaire, muni de capacités intellectuelles profondes, écrivain émérite, actif politicien. On se rappelle de lui en ces moments où les grands ont disparu, où les politiciens d'envergure deviennent rares et que nous sommes dirigés, malheureusement, par des politiciens opportunistes et matérialistes. Pas tous, Président. Moussa Prince, on reconnaît avec respect, gratitude et beaucoup d'estime l'intellectuel, l'historien, le penseur politique et l'homme d'action que tu étais. Merci. من أيام طفولتي وصباي في بذرتين أكثر شيء أثرت فيي من عدة صفات أبي موسى برنس. أول شيء محبته المطلقة للبشرية بإجماعها والإيمان بخلاصه. هذا الشيء أكبر دليل عن قيم موسى الروحية وخصوصا المسيحية. اندفاعه لمدافعة عن أقصى المجرمين نتيجة إيمانه بخلاصهم يلي من أجله صلب السيد المسيح. بهالإطار في خبرية أثرت في أكثر شيء وقت كنت صغيرة وقت خبرني إياها. مثل ما الكل بيعرفوا موسى وقت بلش مهنته وكل للدفاع عن دكتور عواد يلي كان آنذاك أكبر مجرم عرفه لبنان، لدرجة إنه كانوا يقارنوه بالمجرم لاندرو وبجاكلين مونترو المقتلين النساء. وقتها حكم دكتور عواد بالإعدام وكان الإعدام بالشنق في لبنان حسب ما فهمت، ما بعرف إذا بعده هيك اليوم. ساعة طلع الحكم موسى يلي اكتشف بخلال مناقشاته العديدة مع المجرم إنه كان عنده جذب غير طبيعي للأشياء الذهبية بشكل إنه كان عقله يزيغ وشخصيته تتوتر وتنقلب ويحس إنه لازم يوصل لهالذهب. مشان هيك كان يتهجم على النساء يلي كانت حاملة الحلي الذهبية وكان يعني من جذبه للذهب يقتله. بقى وقت طلع الحكم الإعدام طلع موسى على القصر الجمهوري يطلب العفو عن الإعدام من الرئيس مثل ما كانت وقتها العادة، وكانت أمنيته أن يتحول الإعدام إلى السجن المؤبد حيث يمكن لفيكتور أن يتعالج من هالتوتر الشخصي وبذات الوقت أن يكفر عن خطاياه قبل ما يترك هالدنيا. للأسف رفض العفو مرتين مع أنه كتير شدد موسى الشاب، كان عمره وقتها 24 سنة مش أكثر، والإعدام وصل مرحلة تنفيذه. فيكتور عواد كان دريان بكل الجهد يلي قام فيه موسى تيخلصوا من الموت ومن الذنب، بما هو بالتكفير عن خطاياه وبذات الوقت التطبيب والتوبة. وقت اجى يوم تنفيذ الإعدام فيكتور عواد رفض أي رجل دين ما كان يآمن لا فيهم ولا بالله حسب قوله، ولكن طلب وجود موسى تيرافقه للمشنقة ويكون حده بساعة موته. وقال وقتها حسب ما خبرني أبي: يا موسى ما بآمن بالأبدية
ولا بالدين، بس بآمن فيك لأنك فرجيتني الرحمة وإرادتك لخلاصي ساعدتني آمن بخلاص. وهيك شنق فيكتور عواد وموسى. هالقصة بتبين إنه العدل مرات بيقدر يظلم، والظلم شغلة كفحها موسى طوال حياته. الظلم ما كان بالحكم على فيكتور عواد لأنه كان مذنب، ولكن كان على قلة اعتبار توتر الشخصية ومسألة المسؤولية وقلة اعتبار خلاصه والتوبة كهدف للعدل. هذا بوجهنا للبذرة الثانية عند موسى يلي أثرت فيه وأدته يهتم بالقضية الأرمنية يلي هي كانت بقلبه أهم قضية وهدف نضاله ضد الشر. اعتبر إنه الشعب الأرمني انظلم مرتين. أول مرة بما قضى من عذاب تسفيح وإبادة على مدة طويلة، وقت اكتشفت وقت كنت عم بقرا معه الأوراق تبع كتابه عن الإبادة الأرمنية إنه على مدة 30 سنة اضطهد الشعب الأرمني، وهالاضطهاد وصل لأوجه بشهر نيسان 1915. وتاني مرة انظلم الشعب الأرمني بالسكوت عن الجريمة الكبرى يلي صارت ضده، سكوت الدول، سكوت الحكام، سكوت الضمائر. وهذا الشيء أبداً ما هان عليه، مشان هيك ناضل وكافح تصوته يكسر هالصمت وتنتشر الحقيقة. بالقانون الفرنسي يلي بيعرف انه جريمة ارتكبت وسكت عنه يحاكم كأنه اشترك فيها، وسكوت الدول عن الجريمة الأرمنية مثل كأنها اشتركت فيها. محبة موسى للعدل تساوي محبته للبشرية. إيمانه بخلاص الأفراد يساوي إيمانه بانتصار العدل على الظلم. وعلاقته بالشعب الأرمني كانت علاقة ودية شخصية منذ البدء. أقرب أصدقائه المرحوم هبو بتاعهم كان أرمني، وموسى يحبه مثل أخوه. أكثر من ذلك الجيرة الأرمنية لعمته يلي كانت وحدة وموسى يهتم فيها بشيخوختها، قضيت شيخوختها ببرج حمود، وكل حواليها الجيران يهتموا فيها ويحبوها ويكونوا حواليها. كانت أفضل جيرة، بينت لي قديش هالشعب متحضر وعنده قيام. هودي دليلين بحياة موسى الشخصية أظهرت له قيمة الشعب الأرمني وقيمه، فكيف بده ما يلعلع صوته مدافعة عن هذا الشعب والتصريح بالحقيقة وإرادة انتشارها بالعالم كله. شكراً. Si c'est pour aujourd'hui, monsieur, c'est trop tard. Si c'est pour demain, c'est trop tôt. من أكثر العبارات المحببة على قلب التلاميذ التي كان يرددها للمتأخرين منهم في الحضور إلى الصف، حتى أن هذه العبارة كانت تدفع بالبعض للدخول متأخرين بهدف سماعها. شأن جميع محاضراته التي كانت تغص معها القاعة بالطلاب للإصغاء إليها والتعمق بها. موسى برنس أستاذ مادة علم الجريمة كريمينولوجي في جامعة الحكمة، حيث كان لي الشرف أن أتتلمذ على يديه في العام الجامعي 1990-91
في زمن كان لبنان خارجا من هول جرائم الحرب الدموية المتمادية ليدخل في دوامة جرائم القمع والظلم تحت نير الاحتلال السوري. لم يكتف الأستاذ موسى بإحاطة مادة علم الجريمة بالمعرفة النظرية فحسب، وهو الأستاذ المثقف والباحث النهم، بل كانت محاضراته غنية شيقة بتجربته كمحام خبير ومتمرس، فيستعرض الأمثلة عن كبار المجرمين والجرائم، ومنها قضية السفاح دكتور عبيد الذي تولى الدفاع عنه في أربعينيات القرن الماضي، إلى مجرمين آخرين، وأحدهم إذا أكثر شيء كان مؤثر فيه أستاذ موسى، أحدهم اقترف أفظع الجرائم ووصل إلى حبل المشنقة فقط وفقط بهدف تحقيق الشهرة والضجة الإعلامية. تناول طائفة كبيرة من القضايا القانونية اللبنانية والدولية ليدخلنا بعمق وجدان الفكر القانوني، فيثور على عبثية الحرف المجرد من روح العدالة، هذا الحرف الذي يقتل لننشد مع الأستاذ موسى الروح التي تحيي. بإحدى محاضراته بيتوقف الأستاذ موسى عن قضية كتير مهمة بفرنسا، مفيدة إنه أحد الضباط بفرنسا بعهد الجمهورية الثالثة بحاول يعمل انقلاب وبيفشل، فبحكم طبيعة الأمور يقبض عليه إنه هيدا مجرم ويحال للمحاكمة بجرم التمرد والعصيان والقتل، جرائم تصل عقوبتها للإعدام. بيمثل قدام القاضي، بيسأله القاضي لهالمتهم، بيقول له دي موا كي سون تي كومبليس، كل من هم شركائك في الجرم. بجاوب الضابط للقاضي بيقول له توا سي جيري سي، أنت أيها القاضي شريكي لو أنا انتصرت. إنها العبثية التي أضاء عليها موسى برانس ونهضها، الفاعل ذاته والأفعال ذاتها والنتائج المادية ذاتها، تجعل من المنتصر بطلا وقائدا ومن المنكسر مجرما يستحق الإعدام. عبثية العدالة الانتقائية والانتقامية، العدالة التي تجتاح عالمنا اليوم وتتكرر يوميا وعلى جميع المستويات. فقبل عدة أشهر من محاضرته المذكورة اجتاح الجيش العراقي الكويت، فسارت سائرة المجتمع الدولي واتحدت الدول على ضربه وإخراجه من الكويت وفرض العقوبات الصارمة على العراق، في حين أن اجتياح الجيش السوري لمناطق واسعة في لبنان مرتكبا المجازر والفظائع بحق آلاف الأبرياء، الأمر الذي اعتبره المجتمع الدولي ضروري وشرعي ومؤقت. تقوم الدنيا ولا تقعد ضد هتلر والنازية المنهزمين، وتعقد المحاكمات العسكرية في نورنبرغ، وتصدر العقوبات الانتقامية بحق جميع المسؤولين في ألمانيا النازية من أعلى الهرم إلى أدناه بفعل هولوكوست مبالغ بها. بالمقابل ترتكب جرائم ضد الإنسانية بخطورة وهول الإبادة الأرمنية ومجازر سيفه وكفنه وإعدام نصف سكان جبل لبنان جوعا وحصارا على يد الأتراك، فلا تنعقد أي محاكمة ولا يعاقب أحد بشأنها. وهذا الشيء بعدنا اليوم عم نشوفه، يعني ما يجري اليوم من انحياز دولي للآلة الإسرائيلية المجرمة بوجه الضحية الفلسطينية المغتصبة يثبت أننا ما نزال في زمن اللا عدالة. إنها العدالة المجرمة التي لا تقيم وزنا للأفعال ولا لخطورتها، بل تحكمها المصالح وموازين القوى واعتبارات خاصة مكرسة شريعة الغالب للوالد بيفور. علمنا موسى برانس أننا شركاء في هذا الظلم من خلال سكوتنا عنه واستسلامنا له، وأن نور العدالة هو إيمان لابد وأن ينبعث من داخلنا لينير من حولنا، وعبثا نبحث عنه من خارج ذاتنا. ومسؤوليتنا هي أن نحمل مشعل الفكر والبحث في روح القانون عن الحياة لإنسان سليم ومجتمع عادل، فننادي مع مونتسكيو بالعدالة التي يجب أن تكون مثل الموت، أي القانون الذي يتساوى أمامه جميع البشر. La mort soumet à une loi égale tous les hommes.
ناهض موسى برنس عددا من الجرائم ومنها جريمة الشرف وانتقدها، لنشهد بعد حوالي ربع قرن على تعديل قانون العقوبات اللبناني لهذه الجهة وإقرار قانون مكافحة العنف الأسري، كما وانتقد بشدة واقع السجون التي تحول المسجون إلى مجرم محترف بدلا من إصلاحه، لنشهد في العام 2019 إصدار قانون العقوبة البديلة وسواها من تعديلات نال بها. ناقش أبعاد الفعل الجرمي المختلفة واستعرض فئات المجرمين وميز بين الدافع إلى الجريمة والدافع للإجرام، وقد غاص بفكره العميق في كنه الوجود الإنساني لنبحث معه عن الكائن الأول، وما إذا كان الإنسان صالحا ومنزها في خلقه الأصلي وفق نظرية جان جاك روسو l'homme n'est bon mais la société le corrompt، أو أن الإنسان يمكن أن يكون سيئا في خلقه الأصلي le criminel né بحسب نظرية بروفيسور سيزار لامبروزو، لنصل معه إلى الإنسان التفاعل الذي تتأثر معطياته الجينية والنفسية بمعطيات مجتمعه وبيئته، فيضحى الإنسان وسلوكه نتيجة لهذا التفاعل الذي يرسم مساره، فإما يسلك الطريق القويم أو يعتمد سبيل الإجرام، ونخلص في نهاية البحث معه عن التكامل المجتمعي بين الإنسان وبيئته. وكم استفاد الأستاذ موسى بالهوى الشمعوني وهو رفيق فخامة الملك الرئيس كميل شمعون والمفتون بعهده وإنجازاته، فيحدثنا عن وطن راق يقوده عمالقة إنسانيون يوفر الأمان والسلام والرخاء على مختلف الصعد لأبنائه، فيحمي الإنسان من الجريمة ويسعى إلى تطويره عبر قوانين حضارية تنمي مواهب الخير فيه وتعطي للعقوبة نزعتها الإنسانية الإصلاحية بدلا من طبيعتها الاقتصاصية الانتقامية. وتبقى الأكثر متعة تلك النزهات الفكرية التي كان يأخذنا بها في رحاب ثقافته الماورائية، فيكلمنا عن أبعاد تخطي المعرفة وعن الخط الأحمر وعن ما وراء الخط الأحمر وعن اعتقاده بالتقمص، ويخبرنا أيضا عن أكثر من حياة عاشها سابقا. موسى برنس المعلم الإنساني الذي ولئن تعمق في العلوم السببية السيونس كوزاليست مهتما بدراسة الظواهر والبحث في الأسباب، إنما كانت غايته ومرمح خيله العلوم النهائية السيونس فيناليست، والتي سعى من خلالها إلى بلوغ مجتمع مثقف إنساني مثالي وعادل. نم قرير العين مسيو برنس، لقد استحقيت عن جدارة شهرتك وتاجرت بالوزنات وربحت فرح سيدك، فشعلة فكرك وما تحمله من نور العلم وروح الإنسانية التي زرعتها ستبقى متقدة فينا مهما حيينا. Le 8 juin 1962, le jeune avocat Moussa Prince reçoit sa convocation à l'Assemblée générale constitutive de l'Union internationale des jeunes avocats qui devra se tenir le 1er juillet 1962 au Luxembourg. Je cite: « Mon cher confrère, l'Assemblée constitutive de l'Union internationale des jeunes avocats se tiendra au Luxembourg, Grand-Duché, le 1er juillet prochain, salle du Conseil de l'Ordre au Palais de Justice à 15h. L'ordre du jour est le suivant: discussion et adoption du projet des statuts, élection des membres du bureau. Signature Jean-Pierre Langlois, président provisoire. » En fait, Moussa Prince était l'un des instigateurs de cette convocation internationale qui a donné le coup de lancement d'une grande organisation des jeunes avocats de par le monde entier pour défendre la justice et éviter de nouveaux génocides. Il a été l'un des fondateurs de cette association. Lui, avec un petit groupe d'avocats européens et américains, se sont mis au travail pour recruter ces hommes et femmes qui portent la robe noire et qui ont les mêmes valeurs de la défense des opprimés et
se sont succédé les congrès de cette jeune association dans plusieurs villes du monde et le rêve de Moussa Prince d'inclure Beyrouth comme ville de congrès annuel a vu le jour en 1969. Ce fut l'une des activités du cinquantenaire du barreau de Beyrouth. Un super congrès des jeunes avocats du monde a eu lieu dans le palais de l'UNESCO de Beyrouth avec une participation massive du barreau de Beyrouth présidé par feu le bâtonnier Faiz Haddad. Moussa était le président du comité d'organisation et tous les ténors du barreau de Beyrouth étaient présents. Ils étaient encore jeunes, je cite quelques-uns. Le bâtonnier Michel Aq, Maître Émile Abou Zaid, Youssef Alem, Roger Chikhani, Alfred Abishahla, Bahish Tabbara, Amin El-Khouri, Jacqueline Massarki, Georges Gaspard, Fawzi Hadi, Mounir Shhadi, le bâtonnier Nemer Habbi, Antoine Abawad, Nasrat Abou Khalil, Jean Barak, Salim Osman, les bâtonniers Issam Karam et Michel Khattar, et plusieurs d'autres. Moussa et ses collègues avaient bien préparé une semaine de festivités en 1969 à Beyrouth, qui a été bien appréciée par le président de la République libanaise, l'avocat francophone Charles Helou. Ce congrès de Beyrouth avait dévoilé les potentiels de Moussa Prince en tant que leader. Et lors de l'Assemblée générale de 1970, Moussa a été élu président de l'Association internationale des jeunes avocats. Et il présida le premier congrès de l'association en Amérique du Nord dans la ville de Washington, D.C. Moussa Prince a pu convaincre le Congrès américain de l'importance de cette association de jeunes avocats au monde. Et le président du Congrès américain a offert aux participants de l'AIJA de se réunir dans les salles fastidieuses du Capitole sous la présidence du Libanais Moussa Prince. Vous allez voir dans ce pamphlet la photo de la grande réunion dans les salles du Congrès américain. Ça vient des archives de la Library of Congress et des archives de l'Association internationale des avocats. C'est la salle du Congrès américain. Donc, et durant leur présence à Washington, D.C., le président américain Richard Nixon, avocat de formation, qui a été invité par l'Association internationale des jeunes avocats à la séance inaugurale, décide de déléguer un personnage encore pas trop connu par le monde, qui n'est autre que le conseiller à la sécurité nationale Henry Kissinger, qui devient en 1973 le secrétaire d'État des États-Unis. Comment j'ai connu Moussa Prince? À part que je suis à moitié prince, ma mère est de la famille Prince, mais je ne l'avais pas bien connu qu'en cherchant en 1993 des opportunités d'échange au niveau international lors de mon stage d'avocat, je décide de voyager avec la délégation du barreau de Beyrouth pour assister au congrès annuel de l'Union internationale des avocats à San Francisco. C'est les vieux avocats. Je rencontre le président des jeunes avocats, le Suisse Douglas Hornung. Et il me lance: qu'est-ce que tu fais là? You are too young to be here. You should go and meet Moussa Prince in Beirut and relaunch the AIJA chapter of the Young Lawyers of Lebanon. That's what I did. De 3 membres libanais en 1993, on est arrivé à 90 membres. On était de nouveau intéressés à la vie de l'association et on faisait les campagnes électorales et le Liban était fortement présent avec ses 90 votes. On a été élus au conseil exécutif, moi-même et 2 autres collègues, en 1997. Puis, on a voulu refaire un congrès à Beyrouth. En 1998, je me suis réuni avec Moussa Prince au début de l'année, puis il est décédé après quelques mois, et on a invité le président de l'association qui était un Brésilien marié à une Libanaise, c'était Horacio Bernardes. Il est venu pour visiter Beyrouth. Et ce fut la grande joie de Moussa. On l'a reçu ensemble. Une superbe réunion autour des 2 présidents de l'association a eu lieu au Yachting Club, la TCL, avec tous les anciens AIJA, les nouveaux membres, beaucoup d'entre eux sont là, et en présence du bâtonnier Antoine Klimos et du ministre de la Justice, Bahish Tabbara, qui était un ancien membre de l'AIJA. Ici, je dois raconter une histoire tragicomique qui a eu lieu au resto de la TCL. Pour préparer cette réunion, j'appelle le maître Moussa Prince à la maison. Probablement, il était sur écoute parce qu'il représentait dans certaines audiences le chef des FR. Alors je lui dis: Shabab, j'ai une ijtama bil TCL,
وما وعدنا نهار الفلاني. Bon. Arrive le jour du dîner, on arrive au restaurant, on retrouve une quinzaine de jeunes gens en cravate noire qui étaient au bar. Alors je leur pose la question, vous êtes des avocats? Ils étaient perturbés. Alors je pose la question au maître d'hôtel, il me dit, c'est la sécurité. Et puis, après quelques temps, il voit défiler des étrangers, des avocats, des jeunes avocats qui n'avaient rien à faire avec ce dont ils pensaient que c'était une réunion pour les avocats du chef de FL. Et 30 ans après, je propose à mon barreau d'organiser la première réunion de l'Aïja à Beyrouth après la guerre. C'était en 1999. Un grand succès. 270 avocats, mais malheureusement, Moussa n'était pas avec nous. De 60 pays, ils participaient au congrès. C'était autour de la nouvelle loi sur la propriété intellectuelle. Grâce au travail de Moussa Prince et ses collègues en 1962, mon existence prenait un tournant décisif. Le tribunal de la vie remettait entre mes mains plusieurs affaires infiniment précieuses et sublimes. Entre autres, celle de mon appartenance à l'association des jeunes avocats et de débloquer certaines portes à l'international aux jeunes avocats libanais après la guerre qui a duré 20 ans. Bon. Je passe au travail de défense de Moussa Prince à l'international. Moussa a participé à la rédaction de la fameuse déclaration d'Athènes en 1966. Je cite, « Adoptée à l'unanimité par les jeunes avocats du monde, les jeunes avocats de tous les pays sont solidaires les uns des autres, ils entendent défendre les principes qui leur sont communs et qu'ils tiennent pour indissociables de la notion même de justice et de droit. Ils considèrent comme indispensable à une saine administration de la justice et à la garantie des libertés dans tous les domaines, l'indépendance des avocats comme celle des juges, l'immunité de la défense sous le contrôle de juridictions disciplinaires indépendantes et le respect du secret professionnel. Le droit pour les avocats d'assurer leur rôle de conseil sous la forme la plus large de l'époque présente. Le droit pour tout individu de requérir en toutes circonstances à l'assistance d'un avocat librement choisi. Et pour conclure, après tant d'années, les hommages se succèdent. L'homme politique, l'avocat, le professeur d'université, l'écrivain, l'ami, le père, autant de figures qui défilent au travers du propos de celles et ceux qui étaient proches de lui, européens comme arabes. Cher Moussa, ta perte laisse en nous un vide qui ne pourra être comblé. Tu nous laisses un héritage exceptionnel qu'il nous faudra préserver et enrichir tout en restant fidèle à ta mémoire. Merci pour votre attention. Pas toujours dans notre quotidien, mais très présent comme forte figure paternelle, incarnant le droit, la justice, à très forte composante humaine, très recherchée et appréciée par les gens les plus simples et les plus chevronnés. Un pénaliste chevronné, un tribun qui recherchait l'ajout oral, la maîtrise du verbe, du sens et des objectifs. Un père investi des responsabilités, portant le poids de sa famille, prenant les consignes et décidant des urgences et des besoins de sa famille, prêt à tous les sacrifices pour le bien de l'éducation et l'épanouissement de ses enfants, ainsi qu'à leur départ successif pour la France, du fait de l'ampleur du conflit 75-82. Avocat des sans recours ou sans moyens, de la veuve de l'opprimé, comme on l'a déjà dit, des causes perdues ou très difficiles, de très grands criminels, il milite pour les grandes causes, clairement rangé du côté de la stricte loi, du devoir, les droits qui découlent des contrats, des grands mécanismes d'équilibre, finances, société. Un idéal de justice sociale, de bien-être culturel et religieux, et de redistribution de richesses, le tout dans le sens de la dignité et de l'espoir. Il dégageait un charisme qui réconfortait les petites gens, les concernés. Il leur donnait espoir d'un monde meilleur parce que juste. Plus les temps étaient difficiles comme maintenant, il était de plus en plus sollicité au détour d'un mot, d'une phrase pour connaître le devenir. Il incarnait la bonté, l'humanité, modeste, ayant un sens de l'humour, pas comme moi, maîtrisant les jeux de mots, les calembours. Le jour était consacré à son étude, ses avocats, ses plaidoiries, le palais de justice et ses grands acteurs, puis son parti, l'idéologie, la structuration de nos forces vives, les penseurs, les journalistes,
les grands commerçants, les militaires, et pour se reposer, ces étudiants, les universités, berceaux de nos futurs dirigeants. La foi et la prière étaient ces moments de recueillement, de contemplation des cycles de vie, présents à toutes les occasions sociales, mariages, décès, célébrations, tout le monde. Son intérêt pour la philosophie et la sagesse l'a orienté vers l'ésotérisme et le monde des initiés, ses frères. Ses voyages ont alimenté sa soif de savoir, de vivre, de partager, sa capacité à ne voir que le bien chez tous ses interlocuteurs, pas de haine et pas d'ennemis. Mais mon père, c'est aussi ma première moto orange, mon permis de conduire. À ce titre, nous sommes allés à la mécanique sous les bombardements et il lui a été demandé comment vous êtes venu maître. Il leur a dit, il m'a amené, alors la personne qui faisait l'examen lui a dit, alors il sait conduire, il lui a dit oui, mais je veux m'assurer qu'il sait se garer. Il m'a aussi accordé un visa pour l'Autriche. J'étais amoureux et je buvais beaucoup trop de whisky à Solema. Maman lui a dit, ce petit sous les bombardements, il ne va pas rester une semaine. Tu lui fais son visa en Syrie et tu l'envoies. C'est ça aussi, un père présent pour ses enfants, les petits et les grands projets. Mon départ pour l'internat en France en 82, il a décidé de la rupture pour ne pas que je sois exposé durant la guerre. Et puis, il nous a bercé de sa douceur, de sa joie de vivre. Il portait tout le poids du Liban, du devenir, de tout et tout le monde, sans jamais se plaindre. Et il a beaucoup souffert, il faut que je vous le dise, il a beaucoup souffert de tout ce qui s'est passé dans le camp chrétien, l'Elra, le Tahrir. Il a perdu son œil, je l'ai emmené en France à l'Hôtel Dieu, on lui a enlevé son œil, on lui a mis une prothèse, il ne s'est jamais plaint. Et puis, en catimini, il est parti sans faire de bruit. Merci beaucoup. Je voulais juste conclure par une conclusion que j'avais faite à Montpellier, où j'ai représenté l'œuvre de mon père. Je disais que cet homme défendait des criminels qu'il considérait comme révélateurs de la société et victimes de cette dernière. Confiant dans la raison, homme d'espérance et de salut, son approche est avant tout humaine. Pensée engagée, dégagée, son analyse multidisciplinaire est nourrie avant tout d'histoire et de droit, de psychologie et de psychanalyse. L'analyse s'effectue selon les phases d'évolution génocidique, d'où un chevauchement possible dans son approche chronologique. Son style personnel est vigoureux et très référencé. Face à des crimes qui font peur aux hommes et d'autres qui font peur d'être des hommes, Moussa Prince était un humaniste qui aimait à croire, au dire de celle qui a partagé sa vie, qu'il arriverait un moment où la vérité reprendrait ses droits. Car entre culpabilité et responsabilité, les sociétés se cherchent et s'éprouvent. Mais que pouvait faire un esprit libre dans une société ignorante et asservie? Son idéal était une politique où se mêlent amour, abnégation, grandeur et foi. Il se disait pour une démophilocratie et s'indignait du mensonge des dirigeants qui menaient leur peuple au massacre. Explorateur de l'âme humaine, sa quête persévérante et son chemin de visionnaire avaient déjà sur terre le goût du ciel. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? On a envie peut-être de partager aussi quelques expériences que vous auriez eues les uns les autres avec lui pour entendre aussi vos voix. Quelqu'un voudrait se... Ou alors vous êtes très fatigué. Ça m'a fait énormément plaisir de revoir ma camarade et copine de classe, Violaine. Violaine, bien sûr. Ça fait plaisir. Je lui transmettrai. Gilles. Un micro. Gilles, son petit-fils. Bonsoir mesdames et messieurs, je suis Gilles Prince, son petit-fils. La nouvelle génération. La nouvelle génération. Maître Gilles, j'ai jamais eu la chance de connaître mon grand-père. Je l'ai toujours connu grâce à cette histoire. Et aujourd'hui, je tiens à vous remercier parce que je l'ai connu encore plus en détail, dans des histoires qui sont écrites nulle part.
à travers ses expériences, bien sûr. Et surtout aussi, parce que ces idées refont surface, comme on l'a dit. D'une part, avec des projets qui se sont passés au Liban, des histoires qui se sont passées au Liban, mais aussi en dehors du Liban, en Arménie, où il y a eu des massacres, où ce génocide arménien dure encore. Donc je tenais juste à vous remercier, parce qu'aujourd'hui, ces relations qu'on a entre le Liban et l'Arménie doivent continuer à perdurer. Parce qu'aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens libanais, avec tout ce qui se passe au Liban, en Arménie, avec la destruction de ces héritages, de ces monuments à l'étranger, on en a vraiment besoin. Donc merci beaucoup. Merci. Une autre intervention peut-être. Robert, tu veux dire quelque chose? C'est l'émotion. De l'émotion. Peut-être un des collègues. Je pense. Allez-y. C'est une question qui sera très rapide. Je sais que Moussa Prince a écrit beaucoup d'ouvrages sur le génocide arménien. Où est-ce qu'on peut les trouver? Comment est-ce qu'on peut les acheter? Comment on peut se lire? Alors, il y a encore quelques volumes du génocide arménien, donc le volume 2 de la pentalogie, qui sont encore accessibles auprès de Najib. Ils sont épuisés au niveau des librairies. On en a offert beaucoup aux catholiques au sein et je crois qu'une deuxième édition peut-être serait la bienvenue, mais elle devrait être en fait reprise par, contextualisée peut-être et augmentée par une introduction. On espère que ça se fera. Moi j'aimais un souhait, peut-être que aussi les témoignages qu'on a eu ce soir pourraient faire aussi l'objet d'un petit opuscule, mais ça c'est j'en ferai la demande, comme ça on aura quelque chose, des expériences autour de Moussa Prince. Merci. Merci Mira, merci tout le monde. Juste quelques minutes avant que vous quittiez, j'aimerais inviter M. Gérard Dufengtian pour qu'il donne des trophées à nos intervenants. M. Dufengtian. Mira. Monsieur Asman. Maître Kalam. Monsieur Najib Prince.